Monsieur le conseiller fédéral, mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence de presse sur la séance de ce matin du Conseil fédéral qui a débuté à 9 heures et qui vient de se terminer. Vous avez reçu les informations sur les décisions prises par le Conseil fédéral et demain matin, vous aurez droit à une nouvelle conférence de presse consacrée au programme de législature et au plan financier de la législature. Le Conseil fédéral l'a adopté aujourd'hui et la publication sera faite demain matin à 9 heures avec le président de la Confédération, M. Dice, et la chancelière, Mme Anna-Marie Huber. Pour le reste, vous avez vu que les deux thèmes principaux de la décision d'aujourd'hui du Conseil fédéral concernent l'assurance maladie, et je remercie le chef du département de l'Intérieur, M. Pascal Couchepin, qui est accompagné par M. Thomas Zelt, le directeur de l'Office fédéral de la santé publique, et par M. Fritz Britt, le vice-directeur de l'Office fédéral de la santé publique, qui sont venus vous commenter ces décisions. Tout à l'heure, M. Leuenberger viendra vous présenter les décisions du Conseil fédéral au sujet de la sécurité aérienne. Est-ce que vous avez des questions particulières à me poser? Oui, Herr Gaffner. Wird es dort auch möglich sein, Herr Leuenberger, Fragen zum Eisenbahnhochleistungsnetz zu stellen? Das ist klar. Die Fragen sind immer frei. Voilà, si vous n'avez plus de questions, Monsieur le conseiller fédéral, je vous en prie. Mesdames, Messieurs, le Conseil fédéral a discuté ce matin des réformes de la loi sur l'assurance maladie et la stratégie adoptée après la deuxième révision. Cette discussion était nécessaire à la suite du rejet par le Parlement au mois de décembre dernier de la révision. Je vous rappelle que le 19 décembre, je vous avais indiqué ma volonté de relancer rapidement le processus de réforme. 2 mois ont passé et je peux vous présenter aujourd'hui les grandes lignes du fameux plan B que j'avais évoqué en décembre passé. Les propositions qui ont été faites au Conseil fédéral sont le fruit de nombreuses rencontres. J'ai, avec mes collaborateurs, rencontré les principaux partenaires de la santé, les cantons, les partis politiques, les partenaires sociaux, les prestataires de services, les organisations de patients et bien d'autres. Je renonce à énumérer tous les groupes qu'on a entendus et reçus, y compris d'ailleurs la Commission de la concurrence et de surveillance des prix. Une quinzaine de groupes. On a passé plus de 30 heures à discuter avec tous ces groupes pour voir quelles sont les voies possibles. Dans l'ensemble, tous les groupes qui ont été consultés sont d'accord avec la stratégie que le Conseil fédéral a acceptée aujourd'hui. Tout d'abord, le gouvernement a décidé de relancer rapidement le processus législatif. Il présentera 2 paquets de mesures comprenant des messages partiels qui s'inscrivent dans une stratégie globale qui reprend des éléments de la deuxième révision et, d'autre part, reprend un certain nombre d'éléments préparatoires de la troisième révision. Les 2 paquets sont très proches. Notre ambition est, pour le premier paquet, de l'envoyer au Parlement en juin et ainsi de permettre le début des débats parlementaires en octobre 2004. L'espoir, ce serait de pouvoir faire entrer en vigueur au 1er janvier 2005 certaines dispositions. Deuxième paquet suivrait tout de suite, puisqu'il serait approuvé par le Conseil fédéral en septembre de cette année déjà, et les débats parlementaires pourraient commencer en décembre 2004. C'est donc 2 paquets, mais très proches les uns des autres. Le rythme des révisions est dicté par l'urgence de régler au plus vite certains thèmes. Le premier paquet comprendra la compensation des risques, le gel des tarifs des soins, la liberté contractuelle, le système de réduction des primes et la réglementation sur la participation aux coûts. Le deuxième paquet, qui serait donc présenté au Parlement en septembre, si les choses vont normalement, comprendrait le financement des hôpitaux et la promotion du managed care. Le problème principal réside aujourd'hui dans la santé, dans une augmentation de plus en plus importante du volume des prestations.
Nous sommes désireux d'examiner le catalogue des prestations, mais nous pensons que le problème principal, ce n'est pas la largeur des prestations, ce n'est pas le nombre de prestations, mais c'est le volume des prestations. Il faut donc en premier lieu agir sur ce volume par des mesures ciblées qui mettent à contribution tous les acteurs du système de santé. Quelles sont les mesures que nous préconisons? Tout d'abord, la liberté de contracter. Je vous rappelle que l'ordonnance sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations, Zulassungsstopp, est limitée dans le temps. Elle échoua le 3 juillet 2005. Cette limitation avait pour but d'empêcher une hausse incontrôlée du nombre de fournisseurs de prestations, notamment des médecins, dans le secteur ambulatoire. Il faut donc trouver une solution de remplacement pour cette mesure, tout en ayant à l'esprit l'idée qu'il faut limiter le volume des prestations. Nous reprendrons donc l'idée de la liberté de contracter dans le domaine ambulatoire. Les médecins qui prescriront des prestations sans retenue et sans réelle efficacité thérapeutique pourraient être exclus du marché. Il est dans l'intérêt de tous de pouvoir éliminer les moutons noirs qui existent dans cette profession comme dans les autres, mais je crois que pour l'immense majorité des médecins, il n'y a aucun risque. L'immense majorité des médecins, il n'y a aucun risque dans la liberté de contracter. Donc la liberté de choix du patient n'est pas mise en cause, et je crois que c'est vraiment vouloir caricaturer notre position que de dire qu'on va limiter la liberté de choix du patient. Ce n'est pas le cas, l'immense majorité. Il y a un deuxième argument. J'ai entendu durant ces hearings plusieurs fois, soit des médecins, soit d'autres groupes qui disent on va vers une pénurie de médecins. Si vraiment ils croient cela, alors il n'y a aucun risque. Parce qu'il faudra faire absolument des contrats avec tout le monde. Si on va vraiment vers la pénurie de médecins, mais je ne pense pas, la pénurie de médecins en tout cas pas à court terme, il n'y a aucun risque d'avoir la liberté de contracter parce que s'il y a pénurie, les caisses maladies devront couvrir tout le territoire et devront faire des contrats avec tous. Mais vraiment, la volonté du Conseil fédéral et la volonté de tous ceux qui réfléchissent à ces questions, ce n'est pas de commencer à priver le patient de la liberté de choix, mais d'introduire un peu de concurrence et d'éviter des abus, mais vraiment des abus, et il n'y a pas là de risque pour le médecin normal, le médecin ordinaire, le médecin classique, et c'est l'immense majorité des médecins. Deuxième point, la participation au coût. Il faut agir sur le volume des prestations en donnant davantage de responsabilités aux assurés. Nous maintenons la participation financière maximale de 700 francs parce que nous pensons que ce serait une mesure qui n'est pas sociale que d'augmenter dans l'état actuel des choses cette participation financière maximale de 700 francs. Et nous pensons aussi aux malades chroniques qui ont des montants importants chaque année. Ça reste à 700 francs. Il n'y a pas de changement sur ce point. Par contre, la quote-part sera relevée de 10% à 20%. Ça touche finalement les gens qui ont des cas, pas dire bagatelles, mais des cas moins importants. Et de cette manière-là, on incite le patient à réfléchir si son état de santé nécessite d'aller consulter le médecin ou s'il ne s'agit que d'une, je ne veux pas dire une bagatelle, rien n'est une bagatelle, mais enfin de quelque chose de moins grave que l'on peut soigner sans recourir au médecin. Au niveau de l'ordonnance, et dans ce même ordre d'idées, toujours pour agir sur le volume des prestations, le système des franchises à option sera en quelque sorte libéralisé. Les assureurs fixeront librement les franchises à option ainsi que les rabais, mais avec certaines limites. Il s'agira également d'étudier plus à fond les propositions consistant à moduler la quote-part selon les prestations. Je rappelle ce qu'on a décidé l'an passé. L'an passé, on avait décidé de réduire le rabais maximum qui pouvait être donné en cas de franchise à option de 100% à 80%. Pour une raison toute simple, c'est que si vous avez une franchise à option, jusqu'à maintenant c'est 1 500 francs, mais admettons que vous avez une franchise à option de 4 000 francs, il y a un problème. Si vous donnez l'autorisation de faire des rabais de 100%, 4 000 francs moins 300 francs qui est la franchise minimum, 3 700 francs. Alors vous donnez l'assurance gratuitement à celui qui a une franchise à option de 4 000 francs. S'il n'y a pas une autre règle.
Et c'est ce qui était en train de se passer, c'était une sélection des risques. Les biens portants prenaient la franchise à option, ils avaient 100% de rabais, et puis l'année suivante, lorsqu'ils avaient une maladie qui durait plusieurs années, ils reprenaient une franchise ordinaire. Donc, le système tel qu'il était conçu était un système qui aboutissait à la sélection des risques et aussi à quelque chose d'absurde, parce que si on hausse la franchise, théoriquement, on devrait donner l'assurance gratuitement, d'après le système. Alors, l'idée que l'on a, c'est de dire le rabais est au maximum de 80% de la franchise supplémentaire, mais en toute hypothèse, il faut que l'assuré continue à payer quelque chose. Alors ce sera le tiers de la prime de base, au minimum, doit être payé. Et celui qui veut prendre une franchise de 4 000 francs, eh bien, il payera le tiers de la franchise, le tiers, je veux dire, de la prime de base, et il aura une franchise de 4 000 francs. Avec ces deux règles, on empêche la sélection des risques et on empêche aussi la désolidarisation entre les biens portants et les malades. Point suivant, le financement des hôpitaux. Cette question, c'était la question à la base de la deuxième révision de la LAMAL. Elle doit être également réglée. Un financement dual fixe sera proposé. Ce modèle a l'avantage d'intéresser aussi bien les assureurs que les cantons au prix de la prestation financée, puisque chacun la finance à 50%. D'autre part, en substituant le subventionnement de l'établissement par un remboursement de la prestation nécessaire, la révision permettra d'acheter, entre guillemets, les prestations dont on a besoin et donc à limiter le financement de structures superflues. Managed Care. Il y a dans ce domaine-là toute une série d'initiatives qui sont heureuses. Il faut encourager ces innovations en incitant les patients à s'engager dans des modèles garantissant un suivi du dossier médical du patient où le fournisseur de prestations partage la responsabilité financière avec l'assureur. Je dis bien, il faut encourager, pas obliger. Allègement pour les familles. Nous sommes d'avis qu'il est essentiel de trouver rapidement une solution pour l'aide aux familles et l'aide aux plus faibles socialement. Nous voulons des réformes sociales, efficaces et sociales. C'est la raison pour laquelle il est prévu de renforcer le système de la réduction des primes. Ce système ne constitue pas naturellement une maîtrise de répartition des coûts, une maîtrise des coûts, mais il s'agit de rééquilibrer la charge financière entre les différents partenaires. Nous voulons le maintien du système de primes par tête, mais nous voulons un but social pour les ménages avec enfants. La réduction des primes est le correctif social central du système. Le but social n'est actuellement pas atteint, alors que les propositions de la deuxième révision s'en rapprochaient sensiblement. Il faut donc maintenir le but social et trouver des solutions pour répondre aux besoins des familles. Financement des soins. Indépendamment des deux trains de mesures que je viens de vous présenter, nous travaillons sur un message qui doit réglementer le financement des soins donnés aux personnes âgées. Nous présenterons ce texte, comme nous le demande une motion parlementaire, d'ici le mois de décembre de cette année. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Mesdames et Messieurs, est-ce que vous avez des questions? Oui. En ce qui concerne la liberté de contracter, dans le cadre de la deuxième révision, on parlait de comptels avec une ouverture en quelque sorte du marché. Est-ce que vous prévoyez vous-même de reprendre les comptels qui étaient en discussion? La liberté de contracter aller plus loin que celle qu'on envisage, puisqu'on envisage seulement dans le domaine ambulatoire maintenant. Alors c'est une discussion qui aura lieu. Il faut un système assez simple, mais efficace. Et il y aura probablement des réserves, mais des réserves qui ne compliquent pas le système de manière exagérée. Par exemple, on a assuré un contrat de 4 ans, un premier contrat de 4 ans au médecin des gens. Est-ce que vous reprenez cette idée? A priori pas. Oui, madame. Qu'est-ce que vous attendez du passage de la quote-part de 10 à 20%?
Quelles conséquences concrètes est-ce que vous attendez avec cette mesure? On attend d'abord une prise de conscience. Si vous passez de 10 à 20%, ça signifie que vous participez au coût jusqu'à 3 500 francs de dépenses. 3 500 francs de dépenses, c'est certains chiffres, mais ce n'est pas encore des cas dramatiques. Par conséquent, il y a solidarité entre ceux qui ont des cas de certaine importance, mais pas dramatiques, avec ceux qui ont des cas plus importants. Ça entraîne naturellement une pression sur la hausse des primes d'assurance. Là, il faudrait faire des calculs en détail, mais c'est probablement une pression. Ça évite une augmentation de l'ordre probablement de 3%. Monsieur? Oui. Alors, concernant la liberté de contracter, si je vous comprends bien, vous pensez qu'il est réaliste d'introduire ça pour juillet 2005 et donc il n'y aura pas de lacune par rapport au gel des cabinets médicaux? Là, tout dépendra de l'opinion publique. Et pour parler de l'opinion publique, c'est plus spécialement de la chambre médicale. Je crois que lors de la deuxième révision, les médecins s'étaient battus contre une série de choses, mais pas directement contre la levée de l'obligation de contracter. Et moi, je crois que quand on discute avec eux, ils se rendent bien compte que c'est quelque chose qui est souhaitable et nécessaire et qui ne touche pas, j'allais dire, le 99% des médecins. Qui ne touche pas le 99% des médecins. Quand je disais l'immense majorité, je pensais à des proportions comme celle-là. Alors, il faut qu'ils se posent la question, est-ce qu'ils veulent faire un combat de principe pour les moutons noirs? Ou bien est-ce qu'ils disent, mais enfin, ouais, c'est inévitable, il faut trouver une solution raisonnable, et nous sommes prêts à chercher des solutions raisonnables, on est prêts à rediscuter si vraiment il fallait dire un contrat de 4 ans, des choses comme ça. Mais en principe, il ne faut pas trop compliquer les choses, parce qu'à la fin, vous ne satisfaisez pas les médecins et vous faites plaisir aux juristes procéduriers. J'appartiens à cette deuxième catégorie pour une partie de mon être, partie de ma vie. J'ai été juriste, pas très procédurier, il faut le dire, mais juriste. Donc, ça ne sert à rien de nourrir les avocats pour compliquer la vie des médecins. Il faut trouver une solution simple, efficace, loyale. Et j'appelle les médecins à aborder cette question avec optimisme, dynamisme, esprit positif et sans préjugés idéologiques ou sans émotion personnelle. Et je suis sûr que quand ils se mettent à table avec nous, j'ai eu encore le cas de le voir hier, on voit qu'on peut dépassionner le problème. Parce qu'il ne s'agit pas d'embêter les gens, il s'agit de quelques cas, mais qui introduisent une certaine liberté et qui évitent des abus qui tuent le système. Mais je me réjouis déjà, s'il y a une votation populaire d'aller plaider pour la liberté de contracter que nous voulons introduire dans le bien du système et en harmonie avec les médecins ouverts. Ja. Ich habe das nicht ganz verstanden. Die kantonale Bedarfsplanung, wird die Teil dieser einfachen Lösung? Wenn Sie nicht ganz verstanden haben, werden Sie eine Antwort auf Deutsch erhalten. Wer antwortet? Also wir haben hier ein paar Sachen schon etwas vorbesprochen. Eines ist klar, wir haben nach wie vor die Versorgungsverantwortung bei den Kantonen. Es ist aber auch klar, dass mit einem Vertragssystem selbstverständlich die kantonalen Grenzen ein bisschen überwunden werden. Denn ein Vertragssystem, oder das hält sich dann nicht mehr zwingend an kantonale Grenzen. Nun, was in den Hearings auch gewünscht wurde, ist, dass der Bund schweizweit gewisse Vorgaben macht, was die Dichte anbelangt, damit wenigstens die Kantone einen Anhaltspunkt haben, wie die Population auszusehen hat. Und wir sind am Studieren von solchen Dichtezahlen. Also um ein Beispiel zu geben, von der Spezialität Y braucht es 5 pro 10.000, von der Spezialität Z braucht es 7 pro 10.000. Man kann sich diese Dichten auch in Spannweiten vorstellen. Hier sind wir noch am Studieren.
Wir wollen die Kompetenzen der Kantone nicht auf diese Art und Weise aushöhlen, sondern ihnen dort eine gewisse schweizweite Richtlinie geben. Also wir haben eine Bedarfsplanung für die Spitäler und nicht für die ambulante Versorgung. Und die Planung für die Spitäler, die ist momentan, so wie wir es erarbeiten, die bleibt bestehen. Aber das kommt ja ins Spitalpaket. Und die ganze Kontrollierungszwangsgeschichte, oder wenn Sie wollen, Vertragsprinzipsgeschichte, ist eine ambulante Geschichte. Der Bundesrat hat es gesagt. Und dort hatten wir keine Bedarfsplanung bis heute. Aber gewünscht wurde, dass man Anhaltspunkte gibt, was Dichten anbelangt. Und ich möchte Sie einfach daran erinnern, wir haben das jetzt schon 2-3 Mal auch gesagt, wir haben von sehr vielen Spezialitäten in dieser Schweiz auch international verglichen eher wenig solche Spezialisten und wir haben von einigen anderen Spezialisten eher viel. Also wir haben eine sehr inhomogen verteilte Ärzteschaft in der Schweiz. Ja. Sur la réduction des primes, si on comprend bien, c'est reprendre le système qui avait été élaboré par Madame. En gros. Oui. Vous ne parlez plus de monisme pour les chevaliers. Non. Lorsqu'on viendra avec la proposition du Dual Fixed System, c'est évidemment une étape qui permet ensuite de passer au système moniste. Mais nous ne pensons pas qu'il est justifié, dans l'état actuel des choses, de fixer une date pour l'introduction du système moniste, parce qu'il y a encore un certain nombre de problèmes à résoudre et il y aura encore un certain nombre de discussions. Par contre, le système dual fix, il a des avantages en soi, et puis il permet l'introduction du système moniste si on le veut. Mais il a des avantages en soi aussi. Monsieur Britt? Darf ich nur ein Element geben, die Leistungsfinanzierung, also dass wir eine Leistung bezahlen und nicht einfach den Tag, das ist ja wahrscheinlich die allerwichtigste Wechsel überhaupt, der dann überhaupt für eine Art marktorientierte Spitalfinanzierung dienen könnte. Deshalb ist die Leistungsorientierung ist der wichtigste Punkt und die Finanzierung ist dann dualfix oder monistisch, aber das ist der Ausgangspunkt. Das war schon der wichtigste Punkt in der bereits diskutierten Revision. Oui. Enfin, une question concernant les subsides. L'idée d'indexer l'enveloppe des subsides à l'évolution des coûts, est-ce qu'elle est maintenue? Et puis deuxième question, le modèle Meyer est poursuivi là. On accorde des rabais importants pour les enfants. Alors, en ce qui concerne l'adaptation, en principe, non. Ce que nous voulons, c'est faire pression sur l'augmentation des coûts, de telle sorte que dans la pratique, il n'y a pas d'augmentation des coûts qui justifient qu'on aille au-delà de l'augmentation échelonnée qui avait été prévue dans le passé. Il faut vraiment faire pression sur la hausse des primes d'assurance maladie pour éviter ça et ainsi répondre finalement à l'objectif qui avait été prévu par le Parlement sans la lettre. En ce qui concerne l'autre question, c'était quoi? Madame Meyer. Oh, il faut essayer de trouver une solution, mais tout l'argent qu'on donnera sans limitation de revenus à des familles qui ont les moyens est prélevé aux autres. Alors, nous sommes d'avis qu'il faut être raisonnable, il faut essayer de trouver une solution qui permette à Mme Meyer de se rallier, mais j'aimerais bien qu'elle fasse aussi un petit pas dans l'autre sens. Oui. De prolonger le gel sur l'ouverture de nouveaux cabinets médicaux est définitivement abandonné, ou est-ce que vous gardez cette arme en réserve au cas où vous réussirez? Non, je crois que nous présentons la liberté de contracter. Alors, je pense qu'il n'y a aucun problème. Les médecins, quand ils discuteront avec nous, constateront que c'est l'avenir et qu'il ne faut pas faire de référendum. Si par hasard, malheureusement, quelques groupes font le référendum, alors il faudra maintenir la situation actuelle pendant le temps que le peuple se prononce. Et si le peuple se prononçait contre la liberté de contracter, alors il faudra réaviser. Mais il n'y aura pas d'interruption entre le système du gel et le système de la liberté de contracter. S'il y a référendum et qu'on n'arrive pas à faire passer sans votation populaire assez tôt, il y aura prolongation du gel pendant un certain temps. Et si le peuple devait refuser la liberté de contracter, eh bien, j'aurai un plan B.
Oui, on a quand même un peu l'impression que la seule de ces mesures aura une réelle influence sur les primes, c'est la hausse de la quote-part. Non, la liberté de contracter a certainement aussi une influence. Le système dual fixe a certainement une influence. Toutes ces mesures, l'encouragement du managed care a aussi une influence. Toutes ces mesures ont une influence sur les primes, sauf le financement social, qui n'a pas d'influence sur les primes en général, mais qui a une influence sur le fardeau pour certains. Mais toutes ces mesures ont une influence sur les primes, ne dites pas le contraire. Le système dual fixe, il conscientise. C'est vrai qu'il n'y a pas de mesures autoritaires. Il y a des incitations et des mesures qui entraînent une baisse. Mais moi, je ne crois pas aux mesures étatiques qui imposent, qui disent par exemple, je ne veux pas tel coup, et 3 mois après, on doit la compléter par une deuxième mesure parce qu'on a vu qu'on n'a pas réussi ça, une 4e mesure, une 5e mesure. Toutes ces mesures ont une influence réelle sur les coûts, mais par un système qui se corrige par lui-même, et en effet, il n'y a pas de mesure étatique, mais je n'y crois pas à la valeur des mesures étatiques qui disent oukase du Conseil fédéral, on diminue de 5%, 15%, 20% ici, ça ne marche pas. On l'a vu, un des problèmes avec le Zulassungsstopp, c'est que ce n'est pas aussi simple que ça de résoudre les problèmes par des oukases gouvernementaux. Non aux oukases, oui à un système rationnel et qui a sa logique interne et qui aboutit au même résultat, mais de manière plus souple. Je constate que vous n'avez plus de questions. Je voudrais, avant de terminer, dire que c'est un projet important. Le Conseil fédéral l'a bien accueilli. Et je voudrais saisir cette occasion, puisque M. Britt et Zeltner sont présents, pour les remercier et leurs collaborateurs de l'excellent travail. C'était d'autant plus méritoire que durant cette période, il y a eu le transfert de la direction de l'assurance maladie à l'Office fédéral de la santé publique. Et que les deux choses ont été maîtrisées en parallèle. Merci. Monsieur le conseiller fédéral Leuenberg, venons-en à la sécurité aérienne. Je vous en prie. Ja, meine Damen und Herren, wir haben auch einige Geschäfte des UVEC behandelt. Zunächst Grimsel, da haben Sie ein Medienkommuniqué erhalten. Dann war ein zweites Geschäft, welches das UVEC unterbreitete, ein neues Konzept der Natur- und Regionalparke. Dieses Projekt haben wir ja, also der Bundesrat, am September des letzten Jahres in die Vernehmlassung geschickt. Heute hat der Bundesrat entschieden, dass gestützt auf die aktuelle Finanzlage dieses neue Projekt nicht verwirklicht werde. Da ich selbst den Antrag gestellt habe und das ja auch bekannt ist und das Ganze in einer Vernehmlassung war, wo sich alle Kantone geäußert haben, kann ich schon in einem Satz sagen, dass ich bedauere, dass dieses Projekt abgelehnt wurde. Es wurde durch die Kantone begrüßt. Es wäre ein Beitrag an die Regionalpolitik gewesen und es ist auch so, dass die Mehrkosten kompensiert worden wären. Damit aber basta. Der Bundesrat hat heute entschieden und selbstverständlich trage ich diesen Entscheid kollegial mit. So dann wurde, ja, also ich finde, also so ein Satz kann man ja sagen, nachdem es ja auf der Traktandenliste war und Sie ja auch nicht davon ausgehen, ich hätte es im Bundesrat selbst zum Abschuss empfohlen. Ich finde, so viel an Transparenz erträgt ja die Kollegialität noch. Sie werden sehen, wie ich ab jetzt mit Feuer und Flamme schon für solche Natur- und Regionalparks wäre, aber auch einsehe, dass in dieser Finanzsituation wir keine neuen Aufgaben übernehmen. Gut, so viel zu dem. Dann noch Hochgeschwindigkeitsanschlüsse. Auch hier hat ja der Bundesrat am 28. Januar, also vor ganz kurzer Zeit,
uns beauftragt, die entsprechende Botschaft zu erarbeiten. Wir haben das getan, die Botschaft ist fertig. Wir waren vielleicht etwas schnell, es geht ja auch um Hochgeschwindigkeitsfragen. Und deswegen hat der Bundesrat heute gesagt, es lohnt sich vielleicht mit der definitiven Verabschiedung dieser Botschaft zu warten, bis eine Gesamtschau über die Problematik der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs vorliegen wird. Wie Sie wissen, erarbeiten wir für das Parlament ohnehin ein entsprechender Bericht. Der wird im April soweit sein. Es geht darum, wie die Unklarheiten bezüglich der Größenordnung der Mehrkosten bei der NEAT bereinigt werden. Es geht aber auch um die Unsicherheiten bei den Folgekosten der Schieneninfrastruktur und bei der Verzinsung der Rückzahlung von 25% der FINÖV-Investitionen. Da hat ja der Bundesrat schon letztes Jahr entschieden, dass hier die beiden Departemente Finanzen und UVEC einen Bericht machen soll. Nun werden wir das im April bereits dem Parlament zuleiten können. Und wenn dann diese beiden Unklarheiten beseitigt sind, dann kann auch über diese Botschaft entschieden werden. Im Grundsatz sind die Weichen bereits gestellt, das war am 28. Januar. Das ist eine Verschiebung. Dann, und das ist eigentlich das Geschäft, dessen wegen ich hier vor Ihnen erscheine, geht es um die Reorganisation des Bundesamtes für Zivilluftfahrt. Sie wissen, nach einer Reihe von Unfällen, insbesondere nach dem Unfall von Überlingen, wurde eine große Studie in Auftrag gegeben beim holländischen Institut für Luft- und Raumfahrt mit dem Auftrag, es solle zunächst einmal die ganze Sicherheit in der Luftverkehrspolitik in der Schweiz durchleuchtet werden und es sollen Empfehlungen abgegeben werden, wie die Schweiz auf ein hohes westeuropäisches Niveau der Luftsicherheit gelangen könne. Die Feststellung dieses Institutes bestand darin, dass seit dem Jahre 1990 die einstmals sehr hohe Luftsicherheitspolitik nicht mehr Schritt gehalten habe mit dem effektiven Luftverkehr und mit den Neuorganisationen, wie sie andere Länder oder die ICAO empfiehlt. Es wurden verschiedene Empfehlungen gemacht. Bei der Veröffentlichung des Berichtes habe ich also gleich gesagt, wir sind gewillt, diese Empfehlungen auch tatsächlich umzusetzen. Das hat damit begonnen, dass sich einen Sicherheitsdelegierten, Dr. Markus Mohler, angestellt hat, der diese ganzen Umbauarbeiten im Batzl begleite und dann ebenfalls auf Empfehlung dieses Institutes einen Sicherheitsdelegierten in unserem Generalsekretariat, Herr Mucklin, der hier im operativen Teil tätig ist. Haupterkenntnis und Hauptempfehlung dieses Institutes besteht darin, dass im Batzl die Aufgaben der Luftsicherheit einerseits und der Luftverkehrspolitik andererseits ganz scharf getrennt würden. Dieser Vorschlag, das darf ich in Erinnerung rufen, war durch mich schon einmal da. Ich habe allerdings eine Sicherheitsagentur empfohlen, die sich auch um die Sicherheitsfragen unserer anderen Infrastrukturämter gekümmert hätte. Das ist dann am Schluss als ein zu weitgehender Wurf nicht akzeptiert worden. Jetzt aber geht es um diese Trennung innerhalb des Batzl und die wollen wir umsetzen. Inhaltlich besteht die neue Sicherheitsphilosophie in einem Systemwechsel. Bis jetzt hat das Batzl eigentlich
mit Stichproben gearbeitet, also eine reaktive Sicherheitspolitik betrieben, punktuelle Sicherheitskontrollen gemacht. Neu soll das eine aktive Sicherheitspolitik sein, soll ein eigentliches Risk Management geschaffen werden und die Kontrollen sollen dann systematisch durchgeführt werden. Innerhalb dieses Sicherheitsbereiches soll es 3 Abteilungen geben. Eine Abteilung Luftertüchtigung, da werden die Flugzeuge als solche kontrolliert. Eine Abteilung Operation, da werden die Fluggesellschaften kontrolliert und die Piloten, also das Screening der Piloten, eine Diskussion, die im Nachgang zum Unfallbericht Bassersdorf stattgefunden hat, müsste die Aufsichtsbehörde die Auswahl der Piloten durch die Fluggesellschaften enger kontrollieren. Dann als dritte Abteilung die Infrastruktur, dort geht es um die Flughäfen und um die Flugsicherung um Skygate. Daneben soll als Stabsstelle, also darüber, nicht daneben, ein Risk Management geschaffen werden, also eine Stelle, die vorausschaut, was für eine Sicherheitsphilosophie, Policy müssen wir den effektiven Verlauf des internationalen Flugverkehrs beobachtend einrichten. Diesbezüglich ist führend Holland etwa oder Großbritannien. Nun, das ist ein Riesenumbau, der im Basel gemacht werden muss und dazu sind auch neue Stellen notwendig. Wir gehen davon aus, dass 82 neue Stellen notwendig wären. Der Bundesrat hat heute nun entschieden, hier etappenweise vorzugehen. Man kann einen solchen Riesenumbau nicht einfach vom einen Tag auf den anderen machen. Es werden 60 Stellen in 2 Tranchen werden in Aussicht genommen. Wir werden die Kosten, die das bedeutet, kompensieren. Und zwar also hälftig kompensieren und hälftig durch Gebühren einnehmen. Kompensieren wird das innerhalb unseres Departementes, wird dieser Betrag kompensiert. Was die Gebühren angeht, da geht es etwa um die Konzessionsabgabe für Flughäfen, um die Lizenzgebühr für Fluggesellschaften, um die Gebühr für Erteilung einer Streckenkonzession an die Fluggesellschaft. Ja, Herr Casanova schiebt mir eine Notiz zu und ich meine, ich hätte es so gesagt, aber vielleicht habe ich im Eifer der Dinge... gestellt. Das war ich weniger gesagt? verbindlich. Ja, also die 60 Stellen, die werden in 2 Tranchen beschlossen und das Ganze geht mit einem Nachtragskredit ans Parlament. Und für weitere Präzisierungen ist unser fantastisches Pressekommuniqué in Vorbereitung. In Vorbereitung. Also das ist also grünes Licht zu einem radikalen Umbau, der in Tranchen jetzt mal mit 60 Stellen in 2 Etappen in Angriff genommen wird. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Est-ce que vous avez des questions, Mesdames et Messieurs? Ja, ja. Ich habe 2, 3 Fragen zum Botschaft-Tagebau-Anschluss. Also welche neuen Erkenntnisse haben sich denn ergeben seit dem 28. Januar für diesen Griff an der Notbremse? Ich habe das nicht ganz verstanden. Und zweitens sind jetzt Projekte, also Sie haben gesagt, Herr Bundesrat, also die Weichen seien ja gestellt und es handelt sich um eine Verschiebung. Kann man daraus schließen, dass jetzt einzelne Projekte nicht gefährdet sind? Also die sind sakrosankt, es geht jetzt einfach darum, wann man was realisiert. Ja. Also zunächst, es sind eigentlich nicht neue Erkenntnisse gekommen, sondern neue Fragezeichen. Und die Fragezeichen bestehen in der Unklarheit der Mehrkosten von ungefähr 700 Millionen bei der NEAT. Und dort haben wir gesagt, erstens mal, diese Mehrkosten wurden durch die NEAT-Aufsichtsdelegation als berechtigt empfunden.
Wir haben aber gesagt, um im Plafond des Fonds zu bleiben, gibt es auch die Möglichkeit von Kompensationen. Nun haben wir aber mit dieser Botschaft selbst schon eine weitere Etappierung vorgenommen. Weitere 560 Millionen Franken sind ohnehin jetzt hinten angestellt und nicht Gegenstand dieser Botschaft. Also die HGV-Botschaft ist in sich schon eine Etappierung. Und von daher gehe ich tatsächlich davon aus, dass was am 28. Januar beschlossen wurde, dann auch Gegenstand der definitiven Botschaft an das Parlament sein wird. Aber es ist richtig, dass wir ans Parlament zusammen mit dem Bericht über diese Fragen, auch die 25% Betriebskosten, gehen und dann werden hier nicht die Fragen gegeneinander ausgespielt. Oui, Monsieur le Conseil fédéral, je n'ai malheureusement pas reçu votre communiqué, mais si je vous ai bien entendu, à propos de l'augmentation du personnel, une partie sera prise sur les licences et les droits d'atterrissage dans les aéroports. Alors, on sait qu'il y a une très très grosse concurrence à ce sujet-là pour faire baisser les prix des taxes d'atterrissage. Est-ce qu'on a réfléchi à cet aspect-là au moment où la concurrence fait rage et où certains aéroports suisses, là en particulier, ont de grandes difficultés à ce propos-là? Das Luftfahrtgesetz ist ja in Revision und ohnehin beim Parlament und wir können dort diese Anträge stellen. Sicherheit und Wirtschaftlichkeit sind zwei Ziele, die sich widersprechen. Das wissen wir. Aber wir sind nun wirklich gewillt, diese Sicherheit durchzuziehen. Sie kostet etwas, einen Teil leisten wir durch Kompensation des ganzen Departements, andere Ämter kommen auch dran. Ein anderer Teil müssen natürlich die Players im ganzen Luftverkehr auch bezahlen. Die Sicherheit dient auch ihnen. Es ist eine Dienstleistung, die der Staat erbringt, solche Kontrollen, die letztlich den Flughäfen, den Luftverkehrsgesellschaften auch zugutekommen. Ja, wie kompensieren Sie die 22 Stellen, die Sie jetzt nicht bekommen haben? Ja, es ist nicht so, dass wie gesagt, wir gehen in Etappen vor und das ist ein so riesiges Umbauprojekt, dass wir ja auch nicht von einem Tag auf den anderen 82 Leute anstellen können. Wir müssen hier Schritt für Schritt vorgehen. Und das muss zunächst mal beginnen, wenn wir die 60 haben und dann noch 20 brauchen, dann gelangen wir wieder an den Bundesrat. Da habe ich jetzt keine die müssen wir nicht jetzt schon bewilligt, sind ja nur 60. Wo werden dann diese, also ich gehe jetzt davon aus, dass 60 Stellen kommen und 30 davon sind zu kompensieren innerhalb des UEC. Wird beim Dual gestrichen oder wo? Das ist jetzt noch, die Kompensation des Betrages übernimmt das UWEC, des Betrages, nicht der Stellen. Ja, im Zusammenhang mit dem Nachtragskredit haben wir ja bisher von einer tiefen zweistelligen Millionenzahl gesprochen. Können Sie das präzisieren unterdessen? Ja. 11,2 steht in der Pressemitteilung. 12 Millionen. Das wird in der Pressemitteilung ausgewiesen. Drittes Jahr, ja. Eine Frage zum aktuellen Vorkommnissen bei Skygate. Hat sich der Bundesrat darüber unterhalten? Ja, also ich habe orientiert über das Tötungsdelikt als solches und über die Maßnahmen, die Skygate in der Folge zur Aufrechterhaltung des Betriebes getroffen hat. Ich habe, ja, aber also mehr als was die polizeilichen Erkenntnisse sind, wissen wir nicht, können demzufolge da auch nichts sagen.
Aber das hat ja Skyguide auch in einem Kommuniqué gesagt. Bedeutet natürlich einen Stress für die Leute, die dort arbeiten. Deswegen gab es verschiedene Maßnahmen, zum Beispiel, dass das ganze Kader auf den Platz ging, dass Psychologen eingesetzt wurde und dass die Kapazität reduziert wurde, damit die Sicherheit vollkommen gewährleistet ist. Ähnliche Maßnahmen sind unmittelbar nach dem Unglück in Überlingen damals auch getroffen worden. Si vous n'avez plus de questions, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Conseiller fédéral, merci.